Comment construire de zéro une machine outbound dans une scale-up de plus de 200 personnes? C'est le défi qu'a relevé Paul de Frémont quand il a rejoint YouSign. Avant cette mission, il participe durant presque 2 ans au développement de l'ABM chez Trustpair, une fintech qui fait à l'époque 8 millions d'euros d'ARR et où l'outbound représente 25% du pipe. C'est grâce à ses performances qu'il est recruté par YouSign. Bien que la scale-up soit en pleine croissance avec 40 millions d'ARR, c'est historiquement l'inbound qui génère ce chiffre d'affaires et l'outbound a du mal à devenir un vrai canal d'acquisition. Et du coup, la mission de Paul, c'est bien évidemment de développer l'outbound, notamment sur le mid-market et l'enterprise. Tu l'auras compris dans cet épisode de GT Mon Amour, ce qui compte, c'est l'auto-onboarding que Paul s'est fait, convaincre et montrer que l'outbound, ça fonctionne. 1. Comment il a diagnostiqué les véritables freins à la croissance de l'outbound. 2. Comment il a créé rapidement de la confiance en faisant des quick wins. Quick win, quick win. 3. Convaincre toutes les équipes en interne. C'est ce qui me semble être le plus dur. J'ai jamais vu de contenu qui parle de ce sujet. C'est assez inédit. Quand il dit de convaincre en interne, c'est convaincre les équipes sales, les équipes ops, les équipes IT, les équipes légales et embarquer tout le monde pour qu'ils puissent lui donner les meilleurs moyens pour réussir dans l'outbound. 4. Là, c'est du métier, ça va vous intéresser. C'est comment identifier les ICP et les use cases quand on a un CRM avec plusieurs dizaines de milliers de contacts. 5. Et dernier point, globalement, ce que tu vas apprendre dans cet épisode, c'est comment construire une équipe growth outbound et de faire l'ABM quand tu pars de zéro. Si tu as l'ambition d'intégrer une scale-up, ou si tu fais déjà partie d'une scale-up, ou si tout simplement tu veux le playbook de comment lancer l'outbound dans une boîte où ça a du mal à fonctionner, t'es au bon endroit. Bon épisode à toi. Hello Paul, comment ça va? Salut Iker, ça va et toi? Mais écoute, très bien. Je te remercie de participer, d'avoir co-créé et tu as surtout créé en grande majorité cet épisode et tout le deck et le récit. Donc je te remercie de nous partager ton expérience. Ouais, bah merci à toi aussi pour l'accompagnement, c'était cool, cool de se re-rencontrer parce qu'on se connaissait déjà et puis très beau maillot de la Juventus. Merci Même si je, beaucoup. même si je préfère le Milan, mais bon. Ah, je comprends, je comprends. Mais de toute façon, je suis pour personne en Italie. C'était plutôt pour les maillots rétro et à l'avenir, peut-être qu'il y aura des maillots du Milan AC qui vont tomber aussi dans un épisode. Je Je te pose regarderai la ça. question, la question classique, la question rituelle, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet. Pour toi, c'est quoi l'account-based marketing? Bah, pour moi, la compte-based marketing, c'est vraiment d'aller targeter des comptes ciblés que tu veux à tout prix signer pour ta boîte et donc d'une manière ultra personnalisée. Donc, c'est-à-dire que tu vas mapper des comptes, mapper toutes leurs filiales, après mapper les personas, mais essayer de comprendre les personas, comment c'est structuré, qui est le boss de qui, quel service utilise ta solution, quels sont leurs pains, est-ce qu'ils sont déjà équipés pour ensuite en fait remonter sur le compte pour essayer de justement d'avoir des touches. Souvent pour moi c'est quand même plutôt sur des gros comptes et tu vas derrière aller chercher pas mal d'insights pour essayer d'aller chercher après les décisionnaires. Souvent moi ce que j'aime bien faire sur ces comptes c'est rentrer sur des petits personas un peu low level avec pourquoi pas des campagnes pour aller chercher justement des informations, est-ce qu'ils sont déjà équipés, qui sont les décisionnaires, pour ensuite arriver avec du contenu ultra personnalisé ou des appels sur, par exemple, pour YouSign, un CPO, en ayant tout compris pour essayer de rentrer sur le compte. Mais Ok. encore une fois, ça va... Ouais, pardon, vas-y. Non, non, mais t'inquiète. Mais intéressant. Tu m'avais même pas dit ça en off, mais je trouve ça très intéressant. Ça me fait penser. Moi, j'avais dit dans un guide que j'avais fait pour Pronto, j'avais proposé qu'il concerne 3 types de personas dans un compte pour les attaquer, les prospecter, en tout cas entrer en conversation avec eux. Le persona opérationnel, le persona influenceur et le persona décisionnaire. Mais tu es en train de créer peut-être un compte supplémentaire, en tout cas un persona supplémentaire, qui serait plutôt l'informateur, quoi. Et assez intéressant. On n'a pas forcément prévu de parler de ça durant l'épisode, mais tu vois, tu viens de nous balancer une petite pépite en plus. Merci, Paul. Ouais, bah carrément, en plus on est un peu sur des projets ABM en ce moment, parce qu'on en parlera plus tard, mais YouSign, on va de plus en plus sur le mid-market. Et un autre aspect aussi, c'est, on a parlé de la personnalisation, mais aussi pour moi, dès qu'on va sur de l'ABM, enfin au sens ABM, on va aller targeter des comptes qu'on veut vraiment, par exemple notre top 20 comptes qu'on veut, il y a aussi le côté all-bound, où en fait on va les attaquer sur tous les canaux. On va faire de la outbound, mais en parallèle, si on peut faire un event pour les inviter dans nos bureaux, si on peut faire envoyer quelque chose personnalisé, faire des ads, leur faire des livres blancs personnalisés,
personnalisé. Bah, pour moi aussi, ça fait partie ouais, de la notion d'ABM. En tout cas, ABM au sens d'aller targeter de manière très personnalisée nos top accounts qu'on veut chercher. Ben, trop bien. Je pense que beaucoup de monde se retrouve, en tout cas de plus en plus, dans cette définition. Ce que je sais, c'est que, et c'est aussi pourquoi on a décidé de faire cet épisode ensemble et que tu as accepté de me parler de ton histoire, c'est que tu as deux expériences d'ABM différentes avec deux startups, ou une startup, une scale-up, tu peux nous en parler? Ouais, bah carrément. Moi, en gros, à la base, j'étais arrivé chez Trustper, donc maintenant ça fait 3 ans et demi à peu près, le temps passe vite. En fait, Trustper, le marché en France, après, on était aussi sur d'autres géographies, mais c'est 2000 entreprises environ, je crois. C'est des entreprises de plus de 250 millions de CA. Donc en fait, on a très vite targeté tout le monde. Et donc c'est une prospection complètement différente. On avait des personas hyper clairs parce que vu qu'il n'y a que 2000 boîtes, on sait quel persona on doit targeter. C'est du grand groupe, on savait qu'on doit aller chercher le trésorier, le CFO, on savait exactement les missions du trésorier, ses pains, etc. C'était des cycles de vente hyper longs avec des deals gros paniers. Je n'ai plus les dates, mais je crois que c'était 8 mois, 10 mois pour signer un deal. Après, c'était des deals, je dirais, genre, je ne sais plus exactement les montants, mais assez chers. Et donc là, on était vraiment all bound sur tous les canaux. Et on essayait d'avoir un ABM assez personnalisé pour aller targeter les comptes. Et on les targetait, par exemple, je vais donner un exemple, mais on targetait par exemple les trésoriers, on avait hyper leur pain, on allait les chercher, on avait des trésoriers à nommer, etc. Et derrière, si on arrivait à rentrer sur un compte par un trésorier, on avait un aspect partenaire où on allait chercher le partenaire pour rentrer sur notre partie du compte, puis on voyait qu'ils avaient consulté notre site internet. Et en gros, c'était vraiment essayer d'aller chercher ces entreprises et aussi beaucoup de les recycler, parce qu'on parle tout le temps aux mêmes boîtes et il faut essayer de créer un projet, qu'ils aient un projet, etc. Alors que chez YouSign, qui est à la base une boîte hyper petites entreprises, etc., il y a Attends, deux beaucoup secondes, plus... Ouais, tu peux nous pardon, donner vas-y. le contexte? Non, mais t'inquiète, mais juste le contexte de YouSign quand t'es arrivé, en termes de, je sais pas, de volume de CA, de nombre de personnes, un petit peu plus quand t'es arrivé, et peut-être même expliquer ce qu'est YouSign pour ceux qui connaissent pas. Ouais, carrément. Mais je vais même faire un parallèle. Genre, Trustper, environ, quand j'étais arrivé, c'était 100 employés et c'était environ 8 millions d'ARR à l'époque, je crois. Alors qu'après, j'ai rejoint YouSign et on pourra développer un peu exactement le contexte. Mais en effet, YouSign, c'est plus de 40 millions, je crois, d'ARR et on est environ 200 employés. Donc, c'est plus gros et c'est une boîte qui est à la base hyper inbound, mais qui, de la signature électronique, justement, ils font de la signature électronique. Aujourd'hui, toutes les entreprises ont besoin de signature électronique. Voilà. Après, il y a Même les différents. indépendants comme moi, je te rassure. Donc oui, oui, c'est fondamental. Ok, et du coup, c'est peut-être ce qui va faire la transition avec le reste, à moins que tu avais d'autres sujets, enfin en tout cas des informations plus précises à donner sur ton contexte Usign, mais est-ce que tu peux nous donner, quand tu es arrivé chez Usign, la part de l'outbound et du coup de la pratique ABM chez eux? Ouais, carrément, je vais essayer d'en parler et je peux passer à la slide suivante. Je peux te dire aussi que chez Trustper, à la fin, on était genre à 25% d'outbound à peu près de mémoire, qui était dans le pipe en termes d'opportunités. Donc je parle pas en termes de CA généré, mais en termes d'opportunités envoyées, parce que forcément, outbound closait un peu moins bien que l'inbound. Et c'est intéressant de faire le parallèle, parce que je vais te faire le parallèle quand même pour t'expliquer. En gros, j'étais arrivé chez Trustper euh, par hasard, en fait, la VP marketing qui m'avait recruté était partie et donc il y avait une nouvelle VP marketing et j'étais arrivé qu'en même temps qu'elle et elle devait lancer la outbound chez Trustper. Et en fait, j'ai énormément bossé avec elle. C'est quelqu'un de vraiment brillant. Je peux la citer, Fanny Masson. Et en gros, elle, au bout d'un moment, ça a bien marché la outbound, mais elle est partie chez YouSign. Et donc, quand elle est partie chez YouSign, elle m'a dit, bah, c'est une boîte hyper inbound, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire niveau outbound, ça a l'air d'être pas mal à l'arrêt, etc. Laisse-moi un peu creuser le sujet, etc. Et si c'est le cas, je vais créer une équipe grosse outbound, parce qu'il n'y avait pas de grosse. Il y avait une équipe Ops qui gérait un peu ces problématiques, mais donc il y a déjà plein d'autres sujets à gérer. Et donc c'est là qu'en fait j'ai rejoint Fanny, à peu près 5 mois après, pour la rejoindre chez YouSign, parce que j'avais adoré bosser avec elle. Et entre-temps, je suis arrivé en même temps, pour donner un peu de contexte, Kaleta, qui est ma manager actuelle, parce que Fanny est passée CRO de YouSign. Et donc, je suis arrivé en même temps qu'Aleta pour structurer justement l'équipe Outbound chez YouSign. Ça fait clairement penser à des coachs qui viennent avec leur staff ou qui carrément font recruter au club, dans le nouveau club dans lequel ils sont, un joueur avec qui ils ont
avec qui ils ont travaillé par le passé. Donc ça veut dire que tu as dû bien faire tes preuves par le passé avec Fanny. Trop bien. Tu disais que, juste pour revenir pour le parallèle, vu que tu continuais le parallèle, chez Trustpert, tu disais qu'il y avait 25% d'opportunités outbound versus le reste probablement en inbound, je suppose. Mais est-ce que ces 25% en termes d'opportunités de chiffre d'affaires, ça comblait, on va dire, la part manquante par rapport à l'inbound ou pas du tout? En fait, vu que c'était beaucoup du all bond et que tu avais quand même sur une opportunité qui closait outbound, tu avais souvent eu de l'inbound, du partnership, etc. Mais de mémoire, en gros, tu avais quand même ce qui marchait le mieux. Je crois que le canal, c'était quand même partnership. On a des gros partenaires avec SAP, etc., qui nous ramenaient pas mal de business. Et je pense qu'outbound et inbound étaient à peu près pareil en termes de closing, enfin en termes, mais pareil, genre je suis pas, faudrait que je demande à notre ancien Ops Thibaut, mais j'ai plus exactement les chiffres, mais c'est pour te donner un ordre de grandeur un peu. Ok, non, mais je comprends. Je comprends. Et le partnership, je sais, pour discuter avec quelques autres équipes de quelques autres grosses startups ou scale-up, je sais que c'est une part importante, donc je comprends. Trop bien, donc tu te fais recruter par Fanny, t'arrives chez Usign, et là, c'est le drame, c'est ça? Non, c'est pas le drame, c'est que ça a été compliqué au début parce que on est arrivé rapidement et il a fallu justement, et ça, je vais encore faire un parallèle avec Trustpert, décidément je parle beaucoup de Trustpert, mais en gros chez Trustpert je suis arrivé, il n'y avait pas d'outbound, donc j'ai dû lancer l'outbound. Et en fait chez Usign je suis arrivé, mais il y avait déjà eu pas mal de tentatives d'outbound qui n'avaient pas forcément fonctionné. Et donc quand tu arrives et que tu passes après du travail déjà fait, par exemple on a des collègues grosses des fois qui vont, je sais pas, massacrer un CRM ou etc. T'as pas forcément la confiance de tout le monde et tu sais que tu es une équipe qui coûte de l'argent et qui est pas rentable, bah forcément tu arrives, en fait c'est plus dur que quand tu arrives et tu as ton terrain de jeu pour toi tout seul. Et donc, tu as vraiment ce côté Des choses à ouais, de prouver, quoi. devoir, ouais, de choses à prouver et surtout ouais, de montrer que non, tu vas pas crader le CRM, oui, tes outils sont RGPD, oui, on va arriver à faire des choses, etc. Voilà. Et du coup, quand tu arrives, je sais pas si c'est enfin, le sujet sur lequel tu comptes enchaîner, mais c'est quoi le contexte de justement ces équipes, ces personnes à convaincre, hormis Fanny, bien sûr, qui, elle, croit en toi, elle doit sûrement te pousser en interne, mais quand tu arrives, c'est quoi les plus grosses frictions? Enfin, en quoi, très concrètement, tu sens qu'il y a ces choses à prouver? Très concrètement. Bah, tu sens vite que c'est un sujet qui, ça fait longtemps que c'est sur la table. Tu vois vite que les BDR, ils sont pas épanouis, qu'ils font pas leurs objectifs, etc. Tu sens que ça fait longtemps que ça dure, etc. Et qu'il y a vraiment besoin de créer une nouvelle dynamique. Et donc d'un côté, tu sens que, et on va en parler un peu plus en détail, mais que bah, tu as beaucoup plus de process, que tu as Salesforce. Moi j'avais bossé que sur HubSpot, ou Salesforce, bah, maintenant j'adore ça, et tu as des vraies machines sur Salesforce, on a des développeurs Salesforce trop cool, et une équipe Ops trop cool, mais que bah, tu vas pas pouvoir faire tes intégrations comme tu veux hyper facilement. Donc ça, tu sais que ça amène de la friction. Enfin, tu as pas mal de choses où tu te dis, oulala, ça va être compliqué. Surtout que moi en plus je suis en remote, donc j'ai une fois par mois, donc c'est encore plus difficile quand tu es en remote. Même au début, tu étais en remote? Ah, je viens une fois par mois et parce que je pense que c'est hyper important et on pourra en reparler de voir les équipes BDR pour mettre le nez dedans, etc. Mais tu viens ta première semaine, tu as ton onboarding, donc tu fais pas grand chose, même si je t'avoue que même pendant mon onboarding, j'étais très vite mis à contribution. Mais donc après, tu retournes chez toi et tu es là en mode bon, bah allez, va falloir faire ses preuves. Et quand tu dis une fois par mois, c'est tu viens une semaine par mois. Ouais, à peu près, ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Ouais, donc Et ça va. Ah, un jour par mois, quoi. Et c'est quelque chose que j'ai demandé dans mon contrat, parce que chez Usain, quand tu es en contrat remote, tu as le droit de venir une fois tous les 2 mois. Mais j'avais demandé en disant, moi c'est hyper important d'être avec l'équipe BDR, et même maintenant, enfin mon scope est beaucoup plus large, on s'occupe de l'équipe sales, des AM, des SDR, etc. Mais d'être avec eux pour, surtout au début, pour pouvoir bien analyser, leur expliquer, etc. Et donc je viens à chaque fois, une fois par mois, Trop pareil. bien. Le fameux alignement Ouais, growth, sales, dont tout le monde parle. On a l'impression que c'est quelque chose d'inatteignable, mais bon, mais il y en a qui arrivent, donc c'est ça la bonne nouvelle. C'est ce dont tu vas nous parler, du coup. ouais, je vais parler, et juste je rajoute un truc, parce que je vois des choses, mais bon, de toute façon c'est le but du live, enfin de Ouais, l'enregistrement, bien mais sûr. c'est vrai que aussi, Usain, ils étaient
hyper inbound, mais aussi hyper self-serve. On a une équipe grosse inbound, genre hyper forte, qui a un énorme budget, etc. Et donc on arrive hyper facilement à convertir, enfin hyper facilement, ils taffent dur hein, bien sûr, mais des small deals qui vont signer, genre un indépendant qui va prendre un abonnement YouSign à 20 € par mois. Et ben, en fait, ça, on arrive à les signer sans passer par du sales. Et en fait, c'est vraiment la partie sales assisted qui s'est créée pour justement aller sur un segment un peu plus mid-market. Et donc, ça passe par l'inbound, mais justement, l'outbound, quand tu vas sur du mid-market, c'est un levier hyper important aussi. Et d'ailleurs, on a d'autres leviers. On fait de l'event, des webinaires, etc., mais qui sont rattachés à l'outbound. On va aller plus tard vers les partenariats. Mais donc, il y a ce contexte aussi qui est important. C'est voilà, on génère plein de petits clients, mais maintenant notre produit il est de plus en plus compétitif pour aller sur des plus grosses entreprises. Donc on se lance vers le mid-market, donc on a besoin d'outbound et d'une équipe outbound, et même on a besoin de sales outbound, etc. Donc on a besoin de Paul. Ouais, donc on a besoin de Paul qui était bien occupé au début. Donc ouais, donc plus en détail ou pas forcément en détail, mais en tout cas en structuré, toi, ton contexte en arrivant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quatre, en tout cas quatre infos qui ont retenu ton attention avec le recul. Ouais, c'est exactement ça. Et en gros, quand j'arrive, bon, déjà, je vois que ça fait plusieurs fois qu'ils ont tenté le truc et que on en parlera aussi après, mais que le produit, ça a l'air simple, la signature, mais à vendre et trouver des deals sales assisted, c'est pas si évident. Les personas sont complexes, c'est pas les mêmes selon les boîtes, etc. Donc au final, les BDR, on manque de connaissances outbound sur nos ICP et persona. Aussi, l'équipe, bah, elle est un peu en fin de route, donc ils sont un peu tous démotivés et ils font pas leurs offres, donc ils n'ont pas de variable. Un sales qui fait pas de variable, il est pas très content. Et en plus, ils ont un peu leur propre méthode. Tu vois, je regarde, je vois un sales, ça m'a fait rire, un BDR. En fait, il met rien dans Salesforce, il se met des notifs dans Google Agenda pour rappeler tous ses prospects qu'il doit rappeler. Donc en fait, tu sais pas du tout ce qui se passe, etc. Après, ils sont dans Apollo, je vois qu'ils ont lancé plein de cadences, etc. On a un seul outil, il y a Apollo qui fait tout, 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 tout. Qui avait quand même été pas trop mal paramétré par les ops, mais forcément les ops ils ont plein d'autres choses à faire et tout, mais ils avaient quand même paramétré l'outil pas trop mal, mais ils avaient quand même un autre domaine pour la prospection, etc., mais qui n'avait pas forcément été warmé, etc., il n'y avait pas d'outil de warming, il n'y avait pas de gens qui faisaient du copywriting, et quand je regarde les campagnes, en fait, bah, tu as 15% d'open max, et parce qu'on traquait les open, parce que souvent les sales leaders, même si on sait que ça sert à rien de les traquer avec tous les bots, ils aiment bien avoir ce métrique-là pour donner des résultats des campagnes. Et en fait, on avait moins d'1% de réponse et on n'avait jamais de réponse. Et quand on avait une réponse, c'était spam, etc. Donc en fait, déjà, même ton outil pour prospecter, il marche pas. Pour l'enrichissement, que du Apollo, donc c'est de la donnée, pardonnez-moi messieurs d'Apollo, mais qui est pas du tout fraîche, donc tu as plein de numéros qui sont pourris et tout. Alors oui, tu trouves beaucoup de numéros, beaucoup d'emails, mais ça tombe vite, Ouais. ils ont peut-être évolué depuis, mais ça tombe vite en spam, enfin c'est vite en bond, c'est des mauvais emails, et les numéros de téléphone, tu en as beaucoup, mais tu en as beaucoup qui sont plus là, et t'as pas de Et, process. Et toutes enfin, notamment ces quatre infos, c'est assez clair quand tu le dis comme ça. Est-ce que j'essaye de me mettre à ta place, même si je pense que je ne serai jamais en interne dans des boîtes, en tout cas, pas dans des scale-up tout de suite, mais ça m'intéresse et j'essaye de faire passer des startups en mode scale-up, notamment via l'outbound et l'ABM. Donc, mais même pour ceux qui nous écoutent et qui vont peut-être arriver dans une scale-up, et c'est le but de l'épisode, et mettre en place, en tout cas, développer et faire prospérer l'outbound et l'ABM. Euh, Toi, quand tu arrives, tu as une idée bien précise de comment faire un audit, comment capter en fait tout l'ambiant chez eux pour savoir ce qui va bien, ce qui va pas bien, et combien de temps ça prend. C'était assez précis ou ça a été chaotique? Comment ça s'est passé cette période et combien de temps ça a duré? Bah, en fait, quand t'arrives vraiment, parce qu'après on va parler de genre qu'est-ce que j'ai fait, etc. Mais en fait, quand t'arrives, non, moi j'ai aucune idée de quelles sont les problématiques. Et donc en fait, je trouve selon chaque boîte, t'as des contextes, t'as de la politique. En plus, quand tu commences à te scale up, t'as un peu plus de politique, etc. Entre les Bien sûr. différentes équipes, etc. Et donc en fait, t'as plein de contextes. Moi, j'en savais, enfin j'avais le contexte que l'outbound n'avait pas trop marché, mais je savais pas ce qui avait été mis en place. Je savais pas que, en fait, côté IT légal, vu qu'on est une legal tech, j'avais pas anticipé que ce serait hyper surveillé. Pareil, genre quand t'es une agence et que et que tu demandes là aux gens, genre c'est quoi l'ICP pour YouSign, t'as des idées et tout, mais
Qu'est-ce qui va te ramener 500 euros d'MRR? Tu le sais pas. Tu penses que tes personas c'est les DRH, mais en fait aussi tu as tout le côté API. Donc en fait tu apprends que c'est le product. Enfin, en fait tu sais pas grand chose et donc en fait tu vas faire un peu une analyse en parlant aux gens, etc. Et c'est là que tu vas commencer à découvrir des choses et faire un plan, un peu un plan d'étape pour montrer ce que tu veux faire. Mais je sais qu'on va en parler, ou j'ai bien compris qu'on allait en parler, mais justement, voilà, ben, c'est ça, c'est cette phase 1. Donc on passe à la partie playbook de vraiment comment tu as fait quand tu es arrivé, et les différentes phases. Mais moi, ma question, c'était de savoir, est-ce qu'il y a une porosité entre cette fameuse partie phase 1 de diagnostic, tu vois, et confiance, où tu mets un mois, mais est-ce que ça se mélange ou c'est bien défini avec Fanny et le reste de l'équipe? Tu dis, bon, là, pendant un mois, me demandez pas trop, en fait, d'être très de délivrer et de lancer des campagnes ou quoi. Laissez-moi comprendre votre contexte. Ou non, malgré tout, il y a un besoin de tout de suite de résultats. Ouais, je vois ta tête. Donc en fait, c'est un peu chaotique, quoi. Non, c'est ça? Ouais, en fait, au début, t'as pas le temps parce que t'es une scale-up, t'as des chiffres, tu vas faire ta croissance, etc. Donc, faut lancer des choses. Donc, moi, j'ai découvert Apollo, j'ai lancé des campagnes sur Apollo, j'ai pas du tout aimé l'outil, mais on savait que les campagnes, elles avaient pas de bons résultats parce que je pouvais pas changer la délivrabilité, acheter des adresses et tout. Mais ça permettait au moins qu'ils aient des tâches de call, etc. Enfin, qu'on essaye de tester des choses. Et grâce, en échangeant rapidement aussi avec l'inbound, etc., t'as des petites pistes et on va en parler, mais non, il fallait quand même lancer des campagnes et en parallèle faire le diagnostic. Et j'avais des points hyper réguliers avec ma nouvelle manageuse à l'État qui, d'un côté, s'occuper des BDR, mais elle est pas BDR manager, enfin elle gère toute la partie business development, donc elle gère les SDR, on est une équipe sales support, mais au début forcément elle a mis la prio sur les BDR qui était vraiment la prio. Et en gros, attends, je me suis perdu un peu, mais oui, on a beaucoup bossé à trois avec beaucoup de points en se disant, voilà, c'est quoi les bloqueurs, qu'est-ce qu'on a identifié, qu'est-ce qu'on veut faire. Tu as aussi ton COMEX qui a des envies de lancer des campagnes, de faire des choses, d'attaquer, etc. Donc tu n'as pas le choix, tu dois lancer des campagnes, même si après ça va s'avérer bien ou pas bien, dès le début, il faut lancer des choses. Ok. Mais Donc, ouais, donc, je le dé... donc c'est pas aussi. Ta slide est magnifique, mais c'est pas aussi propre ce qu'on voit là sur ta slide. C'est que ces trois phases-là, notamment en tout cas de ce que je comprends, la phase 1, elle a débordé un peu avec, on va dire, on pourrait y avoir une phase 1.2 ou 1,5 où tu fais un peu du chaotique entre le 1 et le 2, quoi. Ouais, t'es obligé, de toute façon, t'as pas le temps, enfin, t'as pas le temps, tout le monde est pressé par les résultats et tout, même si, encore une fois, ça allait plutôt bien et j'ai quand même eu du temps, mais t'es obligé de lancer des choses, t'as des BDR en place, et vraiment, il y a ce côté de redonner confiance au BDR avec, et on va en parler, je pense que je vais passer à la slide d'après, je me souviens plus, mais oui, voilà, un peu le diagnostic, d'essayer de comprendre vraiment un peu tous les aspects, comme on a dit, aussi bien le CRM, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui a été mis en place jusqu'à présent, quelles ont été les erreurs. Et donc en gros, tu as vraiment deux aspects, je pense que c'est hyper important, parce qu'on a tendance des fois en tant que DTM, etc., à vraiment aller sur la technique, en mode je vais mettre une hyper belle machine, etc., mais tu as vraiment l'humain qui est hyper important. Donc moi direct j'ai calé des one-to-one avec tous les BDR pour leur demander des retours aussi bien sur comment ils utilisent les outils, donc côté process, mais comment ils targetent des comptes, ils se basent sur quoi, etc. Enfin vraiment, je pourrais retrouver à Et du coup, l'occasion, c'est mais que les BDR. Je vois un one-to-one avec tous les BDR, c'est trop bien. Euh, mais du coup, est-ce que, je sais pas, alors, je connais pas la structure de l'entreprise chez USAN, mais est-ce qu'il y a un CRM manager? Est-ce que tu échanges avec lui ou pas du tout? Enfin voilà, je veux dire, est-ce qu'il y a que les sales quand tu mets comprendre l'humain ou il y a il y a d'autres personas, d'autres profils dans l'entreprise? ouais, t'as hyper raison. En fait, il y a deux trucs. Il y a one-to-one avec tous les BDR pour montrer que tu es là, que tu vas les aider, faire comprendre ton poste parce qu'ils n'ont jamais eu de grosse, etc. Et tu sais que quand tu vas faire tes campagnes, tu vas avoir besoin surtout quand t'as pas de délivrabilité, pas de réponse d'email, qu'ils fassent les calls et qu'ils te donnent des feedbacks, etc. Donc tu as ce côté one-to-one avec les BDR là-dessus. Après, tu as le one-to-one avec les BDR qui est le même meeting mais pour comprendre les process actuels, pour faire un diagnostic. Et en effet, tu as plein d'autres parties prenantes. Donc moi je sais plus, en plus c'était Fanny à l'époque qui m'avait fait une liste de personnes à rencontrer, mais direct vu énormément l'équipe Ops qui était, alors que maintenant on adore bosser ensemble et on collabore hyper bien, mais en gros on leur avait refourgué plein d'outbound à faire alors qu'ils étaient déjà sous l'eau et en gros ils se retrouvaient, alors maintenant on a des machines cool, mais à l'époque on faisait les imports via data loader c'est ancestral
Et donc les ops ils se retrouvaient à faire ça, donc nous on devait lancer des campagnes et Fanny avait dit bon bah les ops vous faites les imports parce qu'ils n'ont pas le temps etc. Et donc et aussi ils n'avaient pas forcément confiance de nous laisser donner accès à Salesforce. Donc si tu veux les ops au début ils étaient là bon c'est qui c'est relou, de toute façon la outbound ça marche pas et en vrai ils sont très sympas et très vite on s'est hyper bien entendu et maintenant on collabore trop bien. Mais donc hyper parler avec les ops aussi pour dire ouais moi je suis un mec technique aussi même avec les Salesforce engineers bon pour le coup ils sont 1000 fois plus techniques que moi mais leur montrer que bon, bah, je comprends bien la logique de Salesforce et tout, et voir aujourd'hui ben, ouais, comment ils travaillent, comment c'est intégré avec Apollo, et petit à petit, on va en parler, mais les amener sur le projet de revoir la stack, et voilà, et essayer de voir toutes les frustrations. Et après, tu as en effet des champions dans la boîte. Bah, tu as des sales qui sont là depuis, genre un AE qui est là depuis genre 5 ans. Bah, en fait, il a plein de valeurs à te donner pour comprendre le Bien sujet. sûr. Côté inbound, ils ont plein de valeurs à te donner. Donc après, on va parler de comment tu peux mettre des vraies analyses, mais déjà les rencontrer, qui te donnent des tips et tout, c'est hyper cool. Culturellement, ils ont sûrement des stories à te raconter qui vont peut-être pas être déterminantes dans ce que tu vas mettre en place, mais c'est toujours cool de connaître les meilleurs deals ou les deals les plus improbables. Je suppose que enfin, c'est ce genre de choses aussi que tes chances qui sont pas structurants forcément, mais qui, en termes de culture, t'apportent beaucoup. Tu connais les histoires en commun avec des membres de l'équipe. Ouais, c'est exactement ça en fait. À un moment, et on va en parler, tu vas faire du quanti, de l'analyse précise pour avoir des choses, mais au début, de toute façon, il faut que tu avances et donc tu rencontres plein de monde, on a une team enablement, etc. Tu prends plein d'infos et tout, et c'est hyper intéressant, ils te donnent des tips, puis encore une fois, tu montres que tu es là et que tu vas venir les aider, et que tu as beaucoup d'expérience en outbound, et tu leur montres des trucs en mode un peu effet waouh, pour qu'ils se disent, ouais, ce gars-là, il a l'air de bien connaître son sujet, et il va nous aider, on peut lui faire confiance. Ils te connaissaient pas. Non, il me connaissait pas, Bon. maintenant on est très copains, on boit des bières et tout, mais au début, il me connaissait pas. Et du coup, une fois que tu as fait cette phase, on va dire, de diagnostic et technique et humain, qu'est-ce que tu fais ensuite? Et bah, il est temps de mettre en place, et je pense que c'est la slide d'après, mais un plan d'action. Ah bon, je te reparle, désolé, vite fait avant, mais en effet, tu sais, on avait mis des quick wins en place, qui est important pour justement prouver les résultats, on en a déjà un peu parlé. Mais tu as des Ouais, c'est campagnes ça. qui marchent tout le temps dans toutes les boîtes, genre des campagnes pré-event, par exemple, pour booker des rendez-vous, bah ça, ils le Bien faisaient sûr. pas, donc bah, ils ont quelques rendez-vous sur les events, ils sont contents. Des campagnes où tu récupères les lost up, les odd leads et tout, tu les fais tourner en automatique en mode on s'était contacté en juillet 2024, à l'époque, blablabla, Bien blablabla, sûr. truc. Quand même, moi, en tout cas, alors, on n'a pas le même contexte. Toi, tu as le temps tu es en interne, tu es salarié de Usain, mais moi, quand j'arrive en presta pour des clients, j'essaye de mettre en place toutes ces campagnes-là très rapidement. S'il y a des événements, bien sûr, et ça paraît incroyable, mais il y a encore des entreprises qui vont avec des événements juste soit sans rien faire, bon, ça paraît ouf, parce que quand tu payes cher, soit un billet visiteur, soit plutôt carrément un billet exposant, où tu peux avoir la liste facilement de tous les participants, mais ils préparent pas de campagne, ils utilisent juste l'app de l'événement qui est normalement la plus claquée du monde. Ouais. Mais tu parles des Lost aussi, des followers LinkedIn Usign, enfin de la propre entreprise. Il y a aussi, ça paraît bête, mais c'est des concurrents. Ça prend pas longtemps, c'est assez ponctuel, mais c'est à mettre en place. Et il y a aussi, bon, beaucoup de monde en parle, mais ça fonctionne. Moi, c'est la première chose que je fais avec les clients, que j'essaye de faire, c'est de mettre en place les prises de poste et les recrutements. C'est parce qu'en plus ça, c'est du evergreen. Ça prend à tout casser, en tout cas à mettre en place au début. Ça prend une demi-journée. Peut-être qu'il va falloir mettre à jour le copywriting, peut-être qu'il va falloir modifier les personas à l'avenir, mais au moins leur montrer, en tout cas moi avec les clients, c'est tout de suite leur montrer que, en fait, même si j'ai pas en fait tout le travail de setup ou de bonne compréhension de tout le copywriting, de mettre en place ces campagnes-là dès le début, qu'on va modifier, mais qui voient que, ben, comme toi, montrer que on est très proactif, ça fonctionne bien. Et j'avais même en tête, mais ça paraît plus complexe, mais c'est pas si complexe que ça, mettre en place aussi des campagnes de referral. C'est tout bête. Et tu peux, en tout cas, toutes ces typologies de campagnes que tu peux mettre très rapidement en place, qui, même sans être en optimal, peuvent générer de la perf. En tout cas, je fais une petite parenthèse sur le côté freelance aussi, mais voilà. Ouais, mais c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, ça fait une bonne transition, mais assez vite aussi, je me suis fait avoir parce que j'ai lancé des campagnes. Et en fait, bon, on en parlera, enfin, on peut en parler maintenant rapidement et on y reviendra peut-être après. Mais en fait, quand tu fais une campagne pour un événement ou juste all leads ou follower LinkedIn,
En gros, YouSign, un panier, ça va de 3 euros par mois à énormément. Et en fait, si tu prends tes followers LinkedIn et que tu envoies une campagne, par exemple, même si tu segmentes un peu avec le nombre d'employés, tu checks sur Salesforce, pas envoyer aux clients, tout ça, enfin classique, et ben en fait, tu as les trois quarts des comptes qui sont pas intéressants. Parce qu'on cherche à faire du sales assisted et de rentrer sur des gros deals. Et en fait, tu te rends compte que tu envoies des tâches, etc. Au BDR, mais que des fois, une boîte de 500 salariés, elle a un potentiel, si elle signe des contrats pour les new hires, etc., ça va faire 30 euros d'MRR. Excusez-moi l'équipe produit si je me trompe, mais un truc comme ça. Et en fait, tu as des entreprises de 10 employés qui ont des énormes besoins en signature. Et tu as des différents niveaux de signature. Tu as des signatures qui peuvent coûter presque rien. Et des signatures, enfin, ça va du simple au double, voire 10 fois plus cher. Donc tu as des entreprises de 15 salariés qui peuvent te rapporter genre 500 euros d'MRR. Et en fait, ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Et même tous les BDR l'avaient pas forcément compris. Et ça, tu dis que c'est un insight que tu as compris en lançant une campagne All Leads ou follower LinkedIn, quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, t'as plein de mecs qui te follow, etc. Mais vraiment, genre, et j'aime bien le parallèle avec l'Emlist, et je t'en parlais en off. Mais l'Emlist, chez YouSign, t'as 20 sales, tu vends 20 licences, mettons que tu la vendes à 70 euros, parce que t'as une petite promo, voilà, t'as ton MRR. Donc tu sais exactement les boîtes que tu peux targeter et qu'elles vont te faire. Nous, franchement, et même aujourd'hui, enfin, on verra un peu après, on a un peu craqué le sujet, mais tu as vraiment besoin de comprendre le use case. Et par exemple, je vais prendre un exemple que j'aime bien, le secteur de l'énergie. Tu veux faire une campagne sur le secteur de l'énergie parce qu'on sait qu'il y a un besoin de signature. Tu regardes qu'on a signé pas mal de deals sur l'énergie récemment et tout. Donc tu te dis, on va faire une campagne sur l'énergie. En fait, t'irais naturellement prendre toute l'énergie, tout le secteur énergie sur SalesNav ou enfin scraper avec Pronto sur Clay, enfin ce que tu veux selon la stack. Et tu lancerais une campagne. Sauf qu'en fait, dans l'énergie, tu as des boîtes qui sont des boîtes de conseil en énergie. Donc elles n'ont pas besoin de signature. Donc elles te rapportent rien. Donc c'est pas intéressant. Derrière, tu as des boîtes dans l'énergie qui sont B2B. B2B, donc elles vont signer quelques contrats avec leurs fournisseurs, mais c'est pas énorme. Donc pareil, elles te rapportent rien. Enfin, elles sont intéressantes en self-serve, en inbound, etc. Mais on ne veut pas l'implication d'un sales. De toute façon, un BDR chez nous n'a pas le droit d'envoyer une opportunité à moins de 200 euros d'MR. D'ailleurs, c'est intéressant à savoir. Et Ok. derrière, tu n'as que le B2C dans l'énergie parce qu'ils vont aller installer des compteurs chez toi, ils vont avoir besoin de signer à chaque fois qu'ils mettent un compteur chez toi. Mais si tu veux, donc c'est qu'un use case, et même dans le B2C, le volume de signature entre est-ce que tu mets des panneaux solaires, des compteurs, etc., ça va être du simple au double, etc. Et donc en fait, c'est tout le truc, et c'est pour ça que nous on est Waouh. très campagne-based plutôt que des signaux, enfin on fait des campagne-based, use case-based avec des signaux derrière. Parce qu'en fait, si tu fais une campagne sur des new hires, en fait, tu as les trois quarts, enfin, faut être sur des boîtes où tu es sûr qu'elles sont dans ton use case. Et on va en parler après, mais c'était une petite. En gros, ce que je retiens de ce que tu viens de dire sur ces petites campagnes que tu as apprises, en fait, c'est que déjà, au-delà de vouloir faire tout de suite de la petite perf, c'est que tu en as retiré des insights qui valent beaucoup plus que les petites perfs. Et que tu vas, on va dire un truc sur tous les podcasts, je crois, de growth ou sales, on répète ça, c'est que tu en as pris encore plus sur une sous-ICP, disons. Et ça, c'est encore plus de valeur pour tes futures campagnes, quoi. Ouais, c'est ça. Sachant que j'ai compris qu'il y avait un problème et que ça allait être difficile, mais j'ai pas résolu le problème. J'ai compris qu'il y avait un problème. Et en fait, souvent, quand tu vois des podcasts ou etc., ils disent bon, bah, tu définis le TAM avec le prospect, tu prends genre entre temps et temps d'employé sur tel secteur. Nous, ça marche pas. Nous, si on veut du 200 euros d'MRR, c'est vraiment genre hyper use case spécifique. Parce que nous, on peut targeter toutes les boîtes, mais comme je te disais, il y a celles que tu targetes en inbound et en self-serve et celles que tu mets en sales assisted. Et c'est savoir les boîtes qui vont être sales assisted. On a vraiment creusé et tout. Et maintenant, on connaît bien les use cases et tout. Et c'est intéressant. Et on en parlera après. Mais Oui, voilà. je sais qu'on va parler des ICP, donc je vais pas te Ouais, relancer ouais. sur le sujet, mais vaste sujet, l'ICP, qui au final est dans l'esprit simple, mais dans l'exécution, je pense, assez complexe. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de boîtes. Et même moi, c'est pas toujours facile sur les boîtes, les sujets sur lesquels je travaille, parce qu'il n'y a pas assez de data, pas assez de tests. Donc, comment on trouve l'ICP? Bon, on y reviendra, mais vaste sujet. Ouais, carrément, c'était une petite intro pour une partie plus tard. Ouais. Et ouais, bah après, c'est la stack, hein. Enfin, je peux te laisser introduire, mais une fois que tu as fait un peu des diagnostics, bah, va falloir déployer ta stack, quoi. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que l'épisode t'intéresse, donc j'en profite pour te faire un petit rappel.
Il y a de fortes probabilités que les autres épisodes t'intéressent aussi. Donc si tu veux pas les louper, abonne-toi s'il te plaît. Abonne-toi, 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 abonne-toi. Bonne fin d'épisode à toi. Ouais, donc là, on sait que tu as lancé quand même des campagnes. T'as lancé des campagnes parce qu'il y avait l'urgence aussi du quotidien. Et tu nous as expliqué pourquoi. Tu as fait ton diagnostic. Et donc, du coup, maintenant, tu sais ce qu'il faut mettre en place. Et donc, tu veux mettre en place une stack. Ouais, exactement. Et je trouve que le parallèle hyper intéressant et les gens enfin même que vous soyez freelance ou, enfin toi par exemple quand tu as des projets ou même que vous arrivez en CDI, en fait, quand tu vas dans une vraie scale-up ou en tout cas quand tu vas dans une legal tech, etc. Bah moi j'étais hyper surpris, mais quand j'étais arrivé chez Trustper en 2 semaines, en plus c'était le rush, j'avais mis l'Emlist, des makes de partout pour connecter HubSpot, etc. Parce qu'à l'époque il n'y avait pas les tâches de call, mais en 2 semaines tu avais un truc qui tournait, enfin disons 3 semaines le temps de chauffer les emails, mais ça tournait direct. Quand je suis arrivé chez YouSign, j'ai compris que bah, déjà côté Ops, ils étaient pour le moment honneur du sujet, donc il y avait des questions d'ownership. Et en plus que ça allait être hyper compliqué. Fanny m'a prévenu assez vite. Et en fait, au bout d'une semaine, je me suis retrouvé à un meeting avec le CTO Nicolas Baron, le VP légal, enfin la VP légale et le VP IT et ma CRO avec une présentation genre enfin, hyper structurée, relue par ma CRO et tout. Après c'est des moments qu'on aime bien, hein, c'est hyper formateur et tout. À devoir leur présenter pourquoi j'allais faire de la outbound et quels outils j'allais utiliser et à quoi ils servaient et pourquoi. Donc, Avec au des moins, là, gens qui... t'as découvert en live ce que c'était que faire une vente, mais en Bah, interne. ouais, c'est un peu ça. Genre, j'ai dû arriver et me vendre. Et heureusement, j'étais avec ma CRO aussi, sinon ça aurait été compliqué. Mais donc, j'arrive et je dois présenter tous les outils, leur expliquer, etc. Bon, en plus, on sait que l'outbound ça marchait pas forcément. Et en plus, bah, on le sait, hein, les données personnelles et tout. Enfin, maintenant, les outils ont fait des énormes progrès, mais il y a des vrais enjeux RGPD. Et donc, chaque mot est hyper important. Et puis je me rappelle un moment, je dis le mot data warehouse, etc. Et là, j'ai le CTO qui commence à rentrer dans les trucs ultra techniques que je comprenais rien. Heureusement, ma CRO a dit bon, allez, c'est bon, on en parlera plus tard de cette partie-là, etc. Mais donc, tu te retrouves, genre, pour leur dire, bah, en fait, vous aviez pas prévu ce taf-là, mais vous allez avoir 6 outils en Q1 à intégrer. Et bah, va falloir trouver le temps pour le faire parce que tu as des matrices de sécurité, tu as des audits, tu as des contrats à signer et tout. Et donc au résultat, on a eu un consultant advance. Et, bah, c'était hyper intéressant comme projet pour justement tous les outils, les auditer, etc. pour savoir est-ce qu'ils sont compliant, au niveau de la Waouh. sécurité, est-ce qu'ils se connectent à Salesforce, dans quel sens, tout ça, etc. Donc hyper enrichissant et tout, mais bah, déjà du taf Ambiance en hostile. plus. Ambiance hostile au début. Bah, non, mais ils ont vite compris. En vrai, ils ont vite fait le taf, hein, mais c'est juste que quand tu arrives dans le meeting, bah, au début, ils sont pas forcément hyper chauds, mais très vite, pareil, bah, ils ont bien compris, ils ont hyper aidé. On a eu le consultant advance, etc. Mais c'est des trucs que j'avais jamais fait, moi, bah, ouais, de voir la sécurité, de parler comment ça s'intègre. Est-ce que tu te connectes avec un Gmail? Est-ce que tu peux te connecter en SSO? Comment tu te connectes? Enfin, tous les trucs comme ça. Et genre, bah, c'est hyper intéressant et j'ai kiffé bosser sur ces sujets parce que bah, je connaissais pas du tout. J'ai fait que des petites boîtes avant à part Trustper qui était un peu plus gros. Mais donc, voilà, sujet hyper intéressant et que bah, justement, même des fois j'en parlais, bah, on a que ce soit avec Pronto ou d'autres fournisseurs, bah, ils ont pas, enfin, ils commencent à avoir l'habitude parce qu'ils ont des gros clients, mais c'est des nouvelles choses aussi qu'ils font où tu dois donner enfin, de la documentation et tout. Mais Et donc, clairement, en scale-up, c'est parce qu'ils connaissent les risques. Et donc, c'est pour ça que c'est nécessaire. Je peux te dire que moi, je connais des cas où ils font exactement la même chose en startup, alors que, il y a zéro CA ou très peu, j'exagère, qui sont engendrés par la suite. Donc, chaque chose en son temps, ça se comprend qu'en tout cas, toi, tu as vécu ça. Et maintenant, en plus de ça, tu as appris, donc top. ouais, ouais, t'as ça. Et puis t'as aussi, je vais en parler, on n'avait pas parlé en off, mais t'as le choix des outils. Ça, j'ai oublié de t'en parler. Mais en fait, t'arrives, t'as une VP Sales, t'avais bah, Aleta qui était arrivé, etc. Donc, ils étaient dans des énormes boîtes avant, je sais plus ce qu'ils ont fait, mais Algolia ou d'autres boîtes. Et donc, c'était un peu le gros à l'ancienne, avec du Six Sense, enfin des outils assez chers, etc. Et surtout, ils utilisaient tous Salesloft ou Outreach, qui sont pas du tout des outils grosses.
Et Ok. donc toi, tu dois arriver et dire, moi j'adore Lemlist, j'utilise depuis tout le temps, va falloir convaincre les gens d'utiliser Lemlist. Et tu y es arrivé. Ouais, j'ai réussi, mais on a fait 46 démos avec Salesloft. Enfin, en gros, on a co-géré le projet avec les ops. Au début, maintenant, c'est moi qui gère l'Emlist, mais enfin, dans tous les cas, en plus, j'ai eu besoin pour les intégrations Salesforce et tout, mais j'ai co-leadé le projet Si. et en gros, bah, pareil, tu vois, j'ai dû prouver. En plus, ça tombait bien que l'Emlist aille de plus en plus vers un côté où les sales peuvent utiliser l'outil. C'est un outil aussi bien pour les grosses, pour qu'on puisse connecter comme on veut, etc., à des outils mais qu'en plus maintenant avec leur extension tout ça et encore ils ont énormément évolué là en 3 même en 6 mois et ça progresse de plus en plus mais que ce soit un outil maintenant où les sales peuvent aussi l'utiliser mais donc ouais petit à petit j'ai réussi à prouver aussi je voulais pas que les BDR soient sur l'outil parce que je considère qu'un BDR avec les sécurités de l'Emlist et tout ne peut enfin peut vite faire n'importe quoi ne sait pas forcément faire du copywriting et tout mais donc j'ai réussi à convaincre après un beau benchmark de vas-y il faut prendre l'Emlist. Trop bien. Et si on devait synthétiser cette partie qui est assez fondamentale dans ton arrivée chez Usign, et ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, depuis le début, que ce soit la phase 1 ou là dans la phase 2, enfin la phase 1, tu fais le diagnostic encore une fois, mais tu sens que déjà l'ambiance est hostile, pas contre toi, mais contre l'outbound, parce que ça n'a pas marché, ou en tout cas il y a des... Donc du coup, c'est convaincre toi-même que tu es pertinent à venir. Donc déjà, ça n'a pas dû être facile. Mais là, ce stade-là, dans la phase 2 du coup, où clairement tu commences à construire, c'est quoi, si tu devais citer un ou trois enseignements, mais peut-être qu'un seul déjà, c'est quoi qui fait qu'à chaque fois, tu arrives à mettre les gens dans ta roue ou les convaincre que ce que tu veux mettre en place, c'est pertinent? C'est quoi la leçon pour convaincre en fait? Ouais, bah déjà aussi les gens parce que bah, globalement déjà les gens sont très sympas chez Usign et puis encore une fois au début c'était aussi parce que tu leur rajoutes du taf et qu'ils ont déjà beaucoup de taf donc forcément mais je trouve franchement c'est de et ce qui est pas évident et pareil Fanny m'avait pas mal coaché là-dessus parce que je parlais pas mal au CEO chez Trosper des fois etc sur des sujets stratégiques c'est vulgariser ton métier. Genre, parce que nous, entre nous, on peut parler pendant 1000 ans de trucs techniques, etc. Mais c'est arriver à expliquer ton métier et quel impact en termes de chiffres, de temps, etc. ça va avoir, même si tu sais pas exactement, mais estimer, voilà, bah là on a 15% d'ouverture sur nos mails. Moi je sais que je peux aller chercher genre tant d'ouverture. Encore une fois, c'est pas une métrique très intéressante, mais des fois pour un sales leader, c'est pertinent, etc. Donc c'est montrer ça, vulgariser et essayer d'expliquer ta vision, parler aussi de un peu ce que tu as fait dans le passé, etc. Des fois rencontrer d'autres gens, hein, genre pour rencontrer d'autres gens. Moi je sais qu'avec Grégoire aussi, Luel, qui est sales chez Lemlist, d'ailleurs je crois qu'il est maintenant il est team lead, etc. Genre on se faisait des points en amont pour genre préparer toute notre stratégie. Genre moi j'ai aidé à faire la démo de Lemlist qu'on allait faire derrière pour les autres gens de la boîte en se disant vas-y il faut qu'on insiste là-dessus. Genre Trop bien. Donc te faire aider, et si je synthétise ce que tu viens de dire, donc faire autorité par tes compétences techniques, mais de vulgariser. Et ensuite, dans un second temps, mais qui est très lié, montrer le bénéfice, ou en tout cas la carotte de tout ce qui va être récolté suite à ce changement, quoi. Ça paraît basique, hein, tu me diras, c'est un peu des process sales en soi, mais c'est comme ça que toi tu y es arrivé, quoi. Donc, euh, on va dire, attends, je reprends, mais simplicité, vulgarisation, forcément à mon avis sympathie comme tu le dis, et après très perf, bénéfice, quoi. ouais, c'est ça, mais faut montrer l'impact, hein, faut essayer de le montrer en expliquant pourquoi, avec des chiffres. Et puis, tu vois, c'est cool. Genre, bon, moi j'avais un sponsor avec Fanny quand même, qui était, enfin, Ouais. elle n'était pas encore CRO à l'époque, elle était CMO, je crois. Mais j'avais un sponsor et j'avais Aleta qui était arrivé, donc d'Algolia, qui avait quand même elle avait une équipe de 40 personnes avant, là, qui est ma manager, etc. Qui m'a aussi fait confiance, alors qu'elle, elle n'utilisait pas du tout ces outils. Elle s'est dit, bah vas-y, j'ai un gros, il me dit des trucs, il me montre. Pas hésiter à montrer aussi ce que tu as fait, etc. De sorte j'aime bien, moi, à chaque fois faire un playbook genre sur Notion en mode voilà ce qu'on pourrait faire, voilà ce que j'ai fait dans d'anciennes boîtes, etc. pour essayer de leur montrer un peu tout ce qu'on peut faire. Quand j'ai eu mes entretiens, j'avais eu un talk avec le CEO, etc. Et bah, mettre un peu des étoiles dans les yeux, hein, tu te vends, hein, t'es un vendeur, hein, faut vendre ton projet.
Bon, donc tu y es arrivé. Tu leur as mis des étoiles dans les yeux. Ces étoiles dans les yeux, c'est après leur avoir montré cette stack. Donc toi, c'est ta slide où tu montres toute ta stack, tous les outils en tout cas. Euh, le but de cet épisode, c'est pas forcément de parler clairement technique. On a bien compris. Enfin, j'espère que les personnes qui visionnent cet épisode ont compris que c'est plus de comment tu arrives et comment tu mets en place l'ABM et de pas parler technique sur cet épisode. Ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a pas mal d'outils. On comprend pourquoi tes équipes de YouSign, elles ont pu halluciner au début, ça se comprend. Moi, je note qu'il y a Pronto en scrapping. Donc évidemment, ils sont très forts en scrapping. Mais juste, bon, je ne vais pas challenger ta stack, je me permettrai pas, mais sachez que Pronto peut faire de l'enrichissement assez performant. Ils ont publié un classement, je vous invite à aller, en fonction des autres outils du marché, je vous invite à aller le visionner. Forcément, je prêche un peu pour ma paroisse. Mais toi, tu connais Pronto, je suppose. Oui, oui, bah, je les connais bien et ils se sont fait une bonne place ouais, dans les stacks outbound. Et en gros, moi, pour la petite histoire, j'aimais bien Evaboot depuis un petit moment. Enfin, j'en ai eu plusieurs des lead scrappers. Et en fait, ils promettaient une API depuis hyper longtemps. Et au final, bah, j'ai été avec Pronto. Et en fait, on a étudié avec Martin, bah, qui était dans l'épisode précédent, je crois, ou enfin un des autres épisodes, tous les lead finders. On a fait une étude hyper poussée et tout. Et au final, on a trouvé que Pronto, c'était le mieux. Parce que bah, déjà, moi, franchement, bah, surtout quand on fait des signaux ou autre chose, etc., avoir du scrapping live, c'est ouf. Et en plus, ils retrient hyper bien la donnée, c'est hyper cool. Et maintenant, ils ont fait, bah, en fait, avant, on pouvait pas scraper beaucoup de volume, mais maintenant, ils maîtrisent hyper bien les limites LinkedIn. Et donc, nous, en fait, pour être hyper quali, on fait un enrichissement par persona et par boîte, donc ça fait énormément de call API. Et si tu mets un maillot du Milan, je pourrais faire un autre épisode pour te montrer un peu la stack, mais genre, ce sera une autre fois. Mais, euh, mais Pronto, genre franchement, les résultats c'est ouf. Et en fait, tu peux scraper énormément de lignes d'un coup et genre la data elle est hyper cool. Et ça, du coup, ben, je voulais pas qu'on parle technique aujourd'hui sur cet épisode, et tu dis que ben, c'est peut-être pour teaser un autre épisode qu'on fera plus tard. Mais quand même, je suis assez curieux. Tu dis que vous faites énormément de scrapping, en tout cas de call API plutôt. Euh, est-ce que tu peux donner une espèce de, de planning, je sais pas, au mois ou à la semaine, de combien vous scrapez par semaine ou par mois? Est-ce qu'il y a des phases? Très rapidement, juste forcément par curiosité, tu donnes envie de savoir l'info. Non, bah en gros, comme je disais, souvent on va être campagne based, enfin use case based, parce qu'on va beaucoup être. Il y a une nouvelle loi en Allemagne qui oblige la signature sur un use case, donc on va être opportuniste, etc. Et je sais pas, donc on va segmenter, on va pas parler du process en détail, mais on va aller chercher des personas. Et nous, en gros, pour être plutôt que faire une énorme recherche de personas sur une entreprise ou sur une liste d'entreprises où c'est pas forcément quali, en fait, on va avec Pronto faire des call API où on va faire un call pour les CEO de cette boîte en France, un call pour les CTO, un call pour les CPO pour éviter d'avoir du déchet et ce qui nous permet d'avoir des résultats hyper quali. Mais donc résultat, si tu as genre 500 boîtes et 9 personas, bah ça fait 9 fois 500, ça te fait ça te fait 4500 calls et franchement, ils arrivent grave bien à les gérer. Ils ont mis en place C'est des 2500 systèmes. max par jour, c'est ça? Je crois que c'est 2500 max par jour. Je sais plus, c'est en termes de personnes scrappées, je crois. Je sais plus, il faudrait regarder. Mais ce qui est très cool, c'est que ils ont un système de rotation de profil LinkedIn qui te permet de passer sous les limites, etc. Et franchement, y a personne qui fait ça. Et c'est un lead finder live. Et quand tu regardes, je me suis amusé à faire des tests sur, bah, par exemple, le lead finder de Clay, etc. Bah, Salim qui est en stage dans mon équipe, etc., qui est chez YouSign, et on pourra les présenter rapidement après. Bah en fait, 3 mois après, il apparaissait toujours pas sur le Finder de clé. Et la force de Pronto, c'est ça, c'est que ça te scrape la data en live. Voilà, donc c'était la réclame Pronto pour ceux qui connaissaient pas. Mais on y reviendra en tout cas sur d'autres épisodes, et peut-être on a un épisode pilote juste avec Pronto. Ce qui est bien chez YouSign, c'est que tu arrives, c'est une boîte enfin, reconnue que tout le monde connaît, qui a déjà beaucoup de clients, beaucoup de clients. Et donc en fait, tu as énormément de données. Et donc en fait, on s'est très vite servi de cette donnée pour essayer de répliquer des idées de campagne, essayer de comprendre les ICP et les personas.
ce qu'on a fait, c'est que bon, déjà, bien sûr, on a fait des reports Salesforce pour voir ce qui avait été won en dessous de temps de MRR pour aller après potentiellement chercher des lookalikes avec Ocean.io ou essayer de reproduire les use cases, etc. Mais derrière aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réenrichi nos données, on a recréé toutes les industries, sous-industries, etc. Et en fait, on a réenrichi une grande partie du données du CRM, donc sur plusieurs aspects au niveau des comptes. Donc on a regardé tous les comptes clients au-dessus d'un certain MRR, on a réenrichi industrie, sub-industrie et aussi si c'était du software ou non, parce que nous on a un côté indirect de savoir si, genre par exemple Penny Lane, ils pourraient intégrer une brique Usign dans leurs produits, donc ils nous revendent et donc c'est hyper intéressant. Mais comment identifier un potentiel indirect, etc. On a fait des prompts, etc. Et donc on a réenrichi toutes ces données-là qui nous a permis de savoir ce qu'on voulait attaquer. Et on a fait pareil au niveau du persona, donc on a créé un côté, une propriété d'ailleurs qui avait déjà été créée par les ops, mais job role. Et comme ça, on a regardé tous les personas qui étaient dans les deals, etc. Et en fonction du job role, ça nous a permis de savoir les personas qui étaient les plus présentes. On regardait si on avait beaucoup de others, on regardait qu'est-ce que c'était, ceux qui étaient en other, est-ce que c'est des nouveaux personas qu'on peut aller targeter. Et voilà, on a mis en place aussi Dust comme outil qui nous a permis de faire pas mal d'analyses pour justement aller trouver des segments où on sait que ça marche. Et assez vite, en fait, on a fait par exemple du HR indirect ou du PropTech indirect, parce que c'est des softwares HR ou des softwares immobiliers. On sait que c'est là qu'il y a beaucoup de signatures, etc. On l'a vu qu'on avait beaucoup de clients là-dessus. Et donc on a commencé à faire des campagnes comme ça et ces analyses, ça a été hyper intéressant. Et derrière, on a créé un projet qui est assez intéressant et qui peut servir pas mal de boîtes. Ouais, tu voulais dire quelque chose? Ouais, tu l'as vu, mais je vous ai pas te couper. En fait, je me pose la question, ça, tu l'as pas fait en phase 1 en diagnostic? Ou si? Je comprends pas. Bah, Juste pour resituer encore une fois, pour essayer de mettre en place une chronologie de ton arrivée chez Usan et de toutes ces structures de mise en place, tu vois, de l'ABM. C'est à quel moment? Est-ce que c'est, genre, ça prend une semaine ou en fait c'est en fil rouge depuis le diagnostic? Comment tu, très concrètement, en termes dans le temps et dans l'exécution, comment ça se représente? ouais, bonne question. En gros, moi ça s'est fait après. Après, ça pourrait se faire en fonction, enfin, chaque fois il y a du contexte, ça se pourrait se faire assez rapidement. Moi, vu que je voulais tout comprendre, je l'ai plutôt lancé en side au bout du mois 1, enfin à la fin du mois 1. Et c'était aussi une manière pour ma CRO, et c'était aussi son idée, de lui donner de la data pour savoir justement ce qu'on signe, qu'elle puisse faire des analyses. C'est pas moi qui les ai faites en termes de taille d'employés, d'industrie, en indirect, etc. Pour qu'elle puisse faire une présentation au COMEX, voire au board, etc. Et puis derrière, nous, ça nous serve justement à avoir des idées de campagne. Donc en fait, c'est un truc que tu mets assez vite en place, mais moi, c'est arrivé, genre, je pense, au mois un et demi ou un truc comme ça. Et combien de temps ça prend? Ça t'a pris une journée, ça t'a pris une semaine, je sais pas. En fait, tu as plusieurs sujets à faire tourner dans un clé, ça prend pas trop longtemps. Après, je vais faire un petit placement de produit Cargo, mais ça aurait peut-être être mieux parce que tu as tellement de lignes dans ton CRM que Cargo me paraît plus approprié pour le faire. Mais bon, à l'époque, on avait clé. Mais ça prend pas énormément de temps. Ce qui prend du temps, c'est quelles sont tes industries? Est-ce que tu prends les LinkedIn industries ou tu prends tes industries que tu as? Qu'est-ce que tu... Et un prompt pour savoir qu'est-ce qu'une entreprise Quand indirecte. tu dis les LinkedIn Industries ou celles que tu as, c'est celles dans Salesforce ou celles dans Ouais, LinkedIn? Ok. ouais, exactement. Parce que tu sais, vu qu'on a enfin voilà, genre, bref, il y avait, enfin, fallait, et là on a pris beaucoup du temps, c'est pour créer un prompt pertinent qui te définit si un software a un potentiel indirect ou pas. Mais ça, en tout cas, bah trop bien. Ouf. Mais tu vois, tu me donnes l'idée en live, je sais pas ce qu'elle vaut. C'est vraiment une idée en live, faut toujours faire attention avec moi. Mais à mon avis, moi d'un point de vue freelance, ça peut être un service en soi, tu vois. Ça. Juste d'aller voir les scale-up et dire, mais tu sais, c'est pas on vient vous assainir votre CRM ou quoi. Bon, ça peut se faire et ça a beaucoup de valeur de le faire. Mais dire, ben, en fonction de toute la data que vous avez, je vais vous dire quel est votre vrai ICP. On sait à quel point c'est très compliqué. Et c'est pour ça que je posais des questions aussi bien toi dans ton intégration et dans ton onboarding, on va dire au sens large, et dans ton growing chez Usign, mais au sens aussi très process de qu'est-ce que ça représente, est-ce que c'est lourd, est-ce que c'est pas lourd. De ce que je comprends, tu vois, avec Clé et même avec Argo, ça va pas te prendre trop de temps. Ça lie l'utile à l'agréable. L'utile, bah, évidemment, pour tes futures campagnes. L'agréable en plus, comme ça, j'ai l'impression de ce que tu me dis, tu donnes de la data aux dirigeants, aux COMEX. Donc ça donne aussi de la vision, ou en tout cas, eux, ça les aide à avoir peut-être plus de vision. Donc je pense que c'est un sujet un de plus qu'on pourra approfondir en off, toi et moi.
Ouais, carrément, mais je pense que c'est hyper intéressant et ça donne de la data hyper intéressante. Et après, bah, genre, nous, Fanny, elle est hyper calée en, genre, en analyse. Et donc, elle a fait ses analyses et elle a fait pas mal de findings. Et après, le dernier truc qu'on a fait, et c'est à mettre au crédit des ops, et c'est pas parfait encore aujourd'hui, mais je pense que c'est un truc qu'on peut vraiment mettre en place dans des entreprises, c'est on a créé un account potential pour définir le potentiel d'un compte. Vu qu'on avait 30 000 clients, on a réenrichi toutes les industries LinkedIn. On a repris le MRR moyen selon les industries LinkedIn et on a pris l'employé size et en mélangeant tous ces critères alors après ils ont été un peu plus loin sur côté data pour faire un score, mais en gros ça nous a donné un score de potentiel d'un account. Donc ça nous a dit genre ce compte-là, bah, en fonction de ces données-là, en moyenne chez nous, il signe à 300 euros de MRR. Et comme ça a donné des indications, que ce soit par la partie existing ou la partie new, d'avoir un peu le potentiel d'un compte. C'est pas parfait comme on a parlé tout à l'heure parce que ça se base sur les industries LinkedIn et comme on a vu dans une industrie LinkedIn il y a plein de sous-catégories et tout, mais dans plein de cas pour plein de boîtes et tout, je pense que c'est hyper intéressant et sur l'existing c'est hyper intéressant aussi parce que ça peut te donner des idées de comment tu peux upsell un compte, enfin c'est pas mal utilisé, on doit l'améliorer et bon on pourra parler pareil en off ou sur un autre épisode de bah, calculer un score en fonction de si c'est B2B, B2C, aller dans les CGU et tout. Mais ça, c'est déjà un truc qu'on a créé que j'ai trouvé que bah, c'était hyper intéressant. Et encore une fois, moi, j'étais plus accompagnateur sur le projet. C'est plutôt côté Ops, mais super cool. Donc ouais, cette forme de scoring, tu disais que tu l'avais construit en équipe, c'est bien ça? Ouais, bah, c'est surtout les Ops. Moi, j'ai aidé un peu sur le projet à déployer, etc., dans Clé et tout. Mais c'est eux qui ont pas mal bossé, qui ont fait un modèle de data et tout. Mais je pense que c'est hyper intéressant dans une boîte, surtout que dans plein de boîtes, ça peut être cool. Et comme ça te donne un score pour un sale. C'est que ce soit sur l'existing ou le new, ça peut te donner des indications hyper cool. Trop bien, mais de toute façon, le scoring, ça fait partie de plusieurs épisodes, donc pas besoin forcément de Merci. déployer sur ce sujet maintenant. Est-ce que il me semble que tu voulais parler de ton équipe ou des personnes en particulier? Ouais, rapidement avant de conclure, non mais ce que je voulais dire c'est que en fait je suis arrivé tout seul et en fait vu que on a fait nos preuves et qu'en fait au début on était là pour les BDR mais assez vite on a aidé les AM à faire des campagnes existing, on a mis en place des workflows pour les signaux, on bosse sur la découverte quand on lance des nouveaux produits, des identifications des TAM, d'enrichissement de CRM, etc. Donc en fait assez vite là maintenant on a vraiment une équipe de scale-up bien staffée où on a genre Alexis qui est en campagne manager sur la partie outbound qui vient de Scalability avant, etc. Et donc qui est vraiment tu sais, genre sur la partie copywriting, lancer des campagnes. On a Salim qui est vraiment un GTM engineer qui nous aide un peu sur des projets, créer des petits flows N8N, ce genre de choses, créer des customer to mention selon les industries, enfin qui nous fait pas mal de petits projets comme ça. Et maintenant, on a un stagiaire justement un peu pour la partie ABM où en fait, sur certains comptes, même si tu as de l'IA, etc., tu auras besoin de. Genre, tu montes sur AXA, tu vas devoir travailler le compte pour savoir comment qui manage qui, etc. Quelles sont les personnes. Enfin, ouais, quelles sont les personnes à clé parce que tu vas avoir 36 product Le managers. mapping, quoi. Ouais, et donc on a un gars qui vient nous aider à faire du mapping, on a mis un process dans Clem et qui vient nous aider un peu, parce que c'est des trucs que tu peux pas automatiser, t'as pas l'info, donc tu dois faire un peu de call, tu dois faire un peu tout, et qui vient aider l'équipe existing à mapper, où c'est un mélange d'automatique et de manuel, mais c'est intéressant pour la BM, enfin il récupère pas mal d'infos. Et on boucle la boucle avec le début de l'épisode, pardon, où on parlait de ce persona informateur. On pourrait presque faire un épisode sur ce process-là. Bah, cool. Donc c'est une équipe de 4 personnes pour Ouais, toi, ça en est en quatre, direct avec toi. ouais, enfin on est quatre au total, et on a deux stagiaires et un CDI en gros. Belle équipe. Voilà, mais on bosse de plus en plus sur des sujets. En fait, on se rend compte que l'équipe grosse ou DTM, en fait, tu peux aider l'équipe contenu, tu peux aider l'équipe webinar, tu peux équiper l'équipe support. Enfin, en fait, tu peux faire plein de trucs et c'est assez cool. Et on se développe avec pas mal de projets, donc c'est hyper intéressant de voir l'évolution un peu de la fonction grosse, DTM, tout ça, tout ça. Ça donne envie. Ça donne envie. En tout cas, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une équipe aussi grosse, si je veux pas faire de jeu de mots. Euh, du coup, je pense que c'est le moment de conclure. Ouais, les leçons que tu retires, en tout cas, de comment déployer l'outbound et l'ABM en scale-up quand ça n'a pas fonctionné par le passé.
En gros, j'ai mis des petites phrases un peu carpe diem, de très belles citations, etc. À reciter, à réutiliser. Mais surtout, avant tout, moi, ce que je veux dire, c'est que c'est pas que du technique, gros. T'as beau être ultra technique, t'as besoin de co-construire avec le terrain, t'as besoin de ce côté sales aussi, t'as besoin de ce côté d'aller parler avec eux, de les comprendre, d'aller parler avec toutes les personnes. C'est hyper important pour mettre en place le projet. Si t'es que technique, on va pas t'écouter. On parlait de vulgarisation, tout ça. Pour moi, c'est hyper important. Les quick wins, on en a parlé parce que t'as pas de temps en scale up, donc faut prouver de la valeur avant que la stack commence. On en a parlé, toi aussi tu le fais, etc. Mais je pense que c'est hyper important de faire ces quick wins. Quand tu changes des nouveaux outils, c'est bien de les changer, mais tu as toute la partie enablement. Franchement, nous, on a lancé l'Emlist et tout, et ça pourrait être un sujet aussi, mais tout avait changé, donc tu dois faire de l'accompagnement à fond et être sûr qu'ils utilisent bien tes outils. Et ah, mais avant ça marchait comme ça et tout, bah, leur expliquer et tout. Et franchement, hyper intéressant et ça a bien marché, mais ça a mis un peu de temps aussi. Et ouais, et en fait, en gros, si tu bosses avec 1 milliard d'équipes, nous on bosse avec le product, les ops, le compliance, legal, IT, enfin on bosse avec toutes les équipes. Donc bah, c'est hyper central, c'est cool, t'apprends plein de choses, c'est hyper important et tout. Mais faut bien anticiper bah, que tout le monde va te demander du temps et bien gérer ton temps. Bah écoute, je trouve que c'est un formidable playbook. Moi, j'ai jamais vu ça ailleurs, en tout cas sur du contenu, en tout cas français. Donc, je te remercie. Et ouais, finir par ces sujets d'inspiration et de veille qui paraissent bêtes, mais qui pour moi sont fondamentaux. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de contenu. Et aussi, il y a surtout beaucoup d'indépendants aussi, comme moi, ou peut-être même des personnes comme toi en CDI, mais qui sont en silo dans leur tunnel de taf et qui savent pas forcément où aller se faire challenger par des personnes ou par des pairs. Toi, de ce que je vois, enfin, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, donc comment tu fais pour t'inspirer et faire ta veille? Ouais, carrément. Moi, je vais pareil là-dessus. Franchement, genre, j'ai dit à Salim, fais une campagne Walaxy pour faire ça. Mais genre, en fait, moi, je trouve des gars avec qui je trouve ça hyper bien d'échanger. Et peut-être bientôt toi, Iker. Mais je me cale des monthly. Genre, avec Martin, on a un monthly. Avec Omar, on a un monthly. Boum, on parle de problématiques. On se met 1 heure. On me dit, ouais, là-dessus, je suis bloqué. Je sais pas comment faire. T'en penses quoi? Donc, Martin, par exemple, il est hyper fort techniquement. Moi, j'ai une bonne expérience en scale-up. On s'apporte des choses. Omar, pareil, est fort techniquement, il monte des trucs et tout, on teste. Donc ça, je trouve ça hyper important de se mettre des monthly. Et après, bien sûr, tu as la littérature et le contenu, mais il faut le sélectionner. On n'a jamais forcément le temps de le lire. Mais moi, j'aime bien bah, checker un peu les différents Slack. Donc il y a le bon, là, il y a le forum Gros Hacking France un peu à l'ancienne, mais il y a toujours des trucs intéressants. Et il y a Cargo qui a fait un truc de GTM Engineering qui est pas mal. Au niveau des gens des outils, bah, il y a Fred de Better Contact, Maxence de Cargo qui est hyper intéressant. Et franchement, la team product de l'Emlist, franchement, les mecs du product, c'est cool parce qu'ils n'ont pas forcément la vision grosse, mais ils comprennent hyper bien les enjeux techniques et tout. Donc, moi, je discute beaucoup avec eux, c'est intéressant. Et ouais, les interlocuteurs, on a parlé, Antoine Taureau, bah, ça fait longtemps que j'ai pas vu, etc. Mais c'est un mec qui vient de lancer son agence. Et le mec, à l'époque, il m'avait bluffé parce que j'en rencontrais pas mal de gros. Et à l'époque, encore plus, t'avais plein de gens, genre pas forcément hyper forts. Et le mec, il avait développé un truc où il envoyait avec Mailchimp un mail pour savoir si ça abondait, etc. Enfin, il vérifiait les catch là avant tout le monde, etc. Donc c'est assez intéressant. Et ce gars, il a lancé une agence et il est fort, faut que je le revoie. Ouais, c'est l'agence Sendo. Ouais. Donc, ouais, j'ai pas mal échangé avec Antoine. Donc ouais, machine, Antoine. Martin, il le sait. Moi, j'ai pas de monthly avec lui, mais j'ai un WhatsApp en commun. Je le sollicite pas mal vu qu'il a encore plus le profil GTM Engineer que moi. Parfois, quand je bloque, j'hésite pas à lui demander. Et Omar, on échange assez régulièrement. Machine aussi, Omar. Donc je comprends, mais moi, j'ai pas mis de monthly. Il y a quelques personnes au Pays Basque, pardon, avec qui j'échange. Florian, Yann se reconnaîtront. Mais ouais, je pense que échanger avec ses pairs, c'est ultra important. Et donc, du coup, peut-être on va pas dire le hack, mais la bonne méthode, en tout cas, c'est peut-être de créer des monthly régulières avec ces personnes-là avec qui on travaille, ou en tout cas qu'on connaît par leur travail. Ouais, c'est ça, et je rajoute Mathieu Lambert parce qu'il n'est pas forcément connu parce qu'il n'est pas spécialement médiatisé, mais en gros c'est marrant parce qu'on bosse, on est hyper potes et on bosse depuis hyper longtemps ensemble et lui il est sur la partie freelance et donc il m'a grave accompagné chez Usign, Trustpert dès qu'on avait des besoins et donc pareil il connaît hyper bien tous ces sujets-là et bah ouais je pense que c'est des gens en plus sympas, bon faut pas qu'ils soient non plus sursollicités mais je pense qu'ils sont contents d'échanger avec d'autres grosses. Bah écoute, bah, si tu peux me le présenter, ça sera cool. Sinon, encore une fois, merci. C'était vraiment riche. J'espère qu'on fera peut-être un autre épisode. Il y a d'autres épisodes déjà de prévus et promis, si on le fait ensemble, ça sera avec un maillot du Milan C.
Ah bah trop cool. Merci beaucoup et c'était super intéressant. Et puis nous, bah, on se voit en off, hein. Yes, merci Paul. Bon, mais j'espère que l'épisode t'a plu et surtout que ça t'a donné des idées actionnables pour tes projets. Comme promis, j'ai 2 choses à te partager. Si tu me suis sur LinkedIn, j'ai dû publier un playbook sur la méthode ABM de l'Emlist. Et si tu le trouves pas, demande-moi en DM. Comme tu l'as compris, ce podcast est financé et hébergé par la chaîne YouTube de Pronto. Pronto, c'est un outil qui te permet de capter des signaux très forts sans machine complexe et en plus d'enrichir en email et en téléphone. Concrètement, tu peux traquer les prises de poste de tes personas. Tu peux également traquer les entreprises qui recrutent tes personas. Tu peux également traquer les followers de tes concurrents ou d'entreprises connexes dans ton marché. L'avantage que tu auras par rapport aux autres, c'est que tu arrives au bon moment, au moment de la prise de décision, soit du budget, soit du recrutement. Le dernier gros plus, c'est l'enrichissement. Pronto agrège plus de 100 sources pour trouver les mails et surtout les téléphones. C'est pour ça que je collabore avec Pronto pour te setup pour toi ces campagnes signaux par signaux et la première livraison se fait en moins de 5 jours. Et cette offre t'intéresse, tu as un lien pour y accéder sous la vidéo ou tout simplement tu viens me DM sur LinkedIn. Et dans tous les cas, on se retrouve pour le prochain épisode de GTM en amour.